Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et de Jenny Lukusa TV, votre chaîne YouTube, et bienvenue dans le cadre de cette émission. Alors comme dans l'accoutumée, je vais dire un grand merci à la grande équipe technique, Daniel Tissungu, qui assure la réalisation de cette émission, Padou Bomboussa, qui est du côté du montage, et Daniel qui est également à la régie finale. Un grand merci à Madame Sandrine Chitenge qui nous assiste. Et voilà, donc nous avons un invité de marque sur ce plateau avec qui nous allons parler de l'actualité, nous allons balayer tout ce qui se passe dans notre pays, il va donner son point de vue par rapport à l'économie, parce que lui, il est spécialiste en économie et finance. Là, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Célestin Katema, qui est analyste politique, comme je le disais tout à l'heure, mais il est plus dans l'aspect économie et finance. Alors, c'est mon invité de ce soir. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lui dire bonsoir. Bonsoir, Monsieur Célestin. Bonsoir, madame. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, on doit quand même signaler qu'il est à cheval entre Kinshasa et Paris, donc il voyage dans le monde entier. Donc voilà, alors il va quand même nous parler, on va d'abord commencer par le tout premier dossier, parce qu'il y a beaucoup de dossiers dont on va quand même parler, il va quand même donner son point de vue, la démission de Madame Stéphanie, il y a cette déclaration du président de l'Assemblée nationale, il y a également un sujet, en tout cas qui fait mouche sur les réseaux sociaux par rapport à l'endettement. Donc il y a une émission que Monsieur Matata Ponyo a eu à passer chez l'un de notre confrère, donc Jean-Marie Kassamba, où il a pu se parler de l'endettement de la RDC. Alors, c'est ma première question. Quelle est votre opinion, votre avis par rapport à tout ce que Monsieur Matata Ponyo a eu à dire dans cette émission concernant l'endettement de la RDC? Oui, merci beaucoup, madame. Je remercie d'abord tous vos spectateurs, votre chaîne qui m'a donné cet honneur de venir sur ce plateau, pour moi émettre mon point de vue sur tout ce qui se passe au Congo, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Sans plus tarder, je m'en vais vite répondre à votre question concernant l'émission que l'ex-premier ministre, son excellence Matata Ponyo a émis, et surtout lorsqu'il parlait de l'endettement de la RDC et que ça peut avoir un incident sur le développement du pays. Sans toutefois chercher à parler beaucoup plus sur les aspects théoriques, c'est que j'aimerais d'emblée dire que dans tous les États du monde, l'économie est soutenue la plupart du temps par les endettements. Ouais, nous prenons l'exemple du grand pays de l'Europe, de l'Amérique, voire au niveau du Japon. Si vous regardez, tous ces pays sont beaucoup plus endettés. J'aimerais peut-être vous donner un exemple de pays comme le Japon. Son endettement dépasse au moins plus de 200% par rapport à leur PIB. PIB, peut-être pour tous ceux qui ne sachent pas, c'est le produit intérieur brut. Ça veut dire que c'est la richesse créée pendant un certain temps. Ça veut dire c'est une année par rapport aux normes économiques. Et nous constatons que le Japon est au-delà de 200%. Nous prenons le cas de la France, les États-Unis. Tous les pays du monde sont beaucoup plus endettés. Mais c'est dur à quoi, M. Célestin, quand tu nous parles de ce grand pays, parce que l'opinion congolaise, les gens pensent seulement que c'est la RDC qui s'endette, mais quand vous nous donnez des exemples, nous voyons quand même que ce sont quand même de grandes puissances. Oui, madame, au fait, c'est quoi? L'économie, il faut les comprendre dans son profondeur, je peux dire en quelque sorte. Au fait, c'est quoi? Lorsque nous votons un budget, nous construisons un budget, dans la plupart des budgets, il y a ce qu'on appelle les déficits. Ça veut dire que les dépenses sont beaucoup plus élevées par rapport aux recettes. C'est ce que l'État prévoit, parce que je tiens à souligner que le budget, c'est tout simplement une prévision. Ça veut dire qu'on prétend avoir une telle somme que nous devons dépenser. Mais l'État a des dépenses à faire, ça veut dire les dépenses souveraines qui est obligé à chaque année, à chaque fois, pour la continuité de quoi? De l'État. C'est à ce moment-là qu'il s'est créé cet déséquilibre entre ce que l'État prévoit pour dépenser et ce qu'il prévoit pour enfouler ses caisses. Lorsqu'il y a ce déséquilibre-là, c'est à ce moment-là que l'État est obligé de faire quoi? D'aller sur le marché financier, d'aller auprès des bailleurs de fonds, chercher des moyens pour financer les pays, pour que les pays puissent marcher, pour que les pays puissent se développer. C'est dans ce sens-là qu'à chaque fois, chaque pays qui se respecte, même au niveau des entreprises, ça se passe aussi, l'État est obligé de faire quoi? De s'endetter. Oui, c'est dans ce sens-là. Et il y a deux sortes d'endettement, comme je peux le dire, interne. Ça veut dire lorsque l'État peut-être émet des obligations, des bons de trésor, et
soit il recourt aux bailleurs de fonds. Ok. Un exemple, je peux le déclarer de Paris, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Mais le plus grand problème qui est là, ce n'est pas le problème de l'endettement. Mais qu'est-ce que l'État ou les dirigeants vont faire de cet endettement? Là, ça pose problème. Mais lorsque nous voyons un grand économiste comme l'ex-premier ministre Matata Mponyo passer à la télé et vouloir critiquer que non, la RDC a presque 10 milliards de dollars d'endettement, mais ça représente presque rien. Parce qu'au niveau de l'Afrique, n'oubliez pas, je ne sais pas, tous les statistiques les montrent. La RDC est le pays les moins endettés d'Afrique. Les moins endettés d'Afrique. Parce que la RDC, son endettement, qui est presque à 10 milliards, c'est 9 milliards 8 millions, 800 millions comme ça, c'est les moins endettés qui représentent... Avec votre autorisation, j'aimerais que cette partie au Lobelabi soit en Lingala. Je ne sais pas si vous allez peut-être être d'accord avec moi, que ce soit quand même bilingue. Oh, mais quand on expliquait partie au Zoloba, il n'y a que RDC, c'est le dernier pays où il y a s'endetter par rapport à un pays nous. Oui, merci madame. Je le répète encore, si vous regardez toutes les statistiques du monde, toutes les statistiques, soit au niveau du PNUD, au niveau du Fonds monétaire international, au niveau des banques africaines de développement, vous allez constater que la RDC est le pays les moins endettés. Les moins endettés. Parce que l'endettement de la RDC ne représente même pas les 12% du PIB. 12% de son PIB. Mais tous les grands économistes, tous les grands économistes démontrent ceci, pour qu'il y ait une inquiétude, l'État peut s'inquiéter, l'endettement doit être inférieur à 40-60%. Nous devons respecter cette marge de 40 à 60%. À ce moment, nous pouvons nous inquiéter. Mais la RDC, son endettement est moins de 12% du PIB. Cet endettement est remboursable, non? Mais bien sûr. Mais bien sûr, lorsque vous allez sur le marché financier, ou bien sûr vous empruntez chez le privé, il y a toujours un moyen de négocier la manière dont vous allez vous rembourser, d'étaler votre endettement, ainsi de suite. Mais dire que la RDC s'endette beaucoup plus, il y a un problème et nous risquons d'avoir des problèmes dans le futur. Ah non, ça, sur le plan économique, ça se démontre très bas. La plupart des pays, peut-être, prenons les pays de l'Europe, le pays des grands développés, ils ont peur de s'endetter. Pourquoi? Malgré qu'ils ont un endettement qui dépasse au moins plus de 100%, les problèmes posent au niveau des taux de croissance démographique. Et nous constatons que les pays de l'Afrique, tels que le Congo, les taux démographiques ne posent pas problème. Parce que nous n'avons pas une population vieille comme en Europe, comme au Occident. Parce que l'endettement, le plus grand problème se pose au niveau du futur. Vous posez la question, mais si nous empruntons aujourd'hui, surtout Zimbongo Lelo, demain, nos enfants, la plupart des pays des Européens. C'est à long terme. Et quand ça date à 10 ans? Mais il y a des dettes, madame, qui ont de 30 ans, 50 ans. Oui, mais vous remboursez, chaque année vous remboursez. Le problème que vous puissiez être crédible. Et c'est que je félicite surtout le gouvernement qui vient... Dans notre pays est crédible. Mais madame, il y a un adage qui dit en économie, tout économiste le connaît, l'économie ou bien l'endettement est basé sur la confiance. On ne peut pas vous prêter si vous n'avez pas de confiance en vous, si vous n'êtes pas solvable. Hein? Si aujourd'hui, la RDC qui est en programme avec le Fonds monétaire international accepte que la RDC puisse aller prêter, puisse utiliser, avoir une ligne de crédit, c'est que notre pays est solvable. Notre pays est capable de faire quoi? D'honorer ses engagements. C'est à ce sens-là qu'on peut aller verser. Et moi, je peux même encourager l'actuel ministre des Finances et du Budget, et surtout le gouvernement de Mme Judith, d'aller même plus qu'au-delà. Donc vous leur faites confiance? Bien sûr, madame. Parce que comme je viens de le répéter... Les yeux fermés ou vous parlez quand même de réalité pour le gouvernement ou tous les cas? Les gens se plaignent quand même. Hein, non, madame, pas les yeux fermés. L'endettement, les problèmes qu'il a... Le gouvernement, soit le ministre du budget et des finances, doivent contrôler ce qu'on appelle en économie ou en finance les ratios d'endettement. Si les ratios sont plus faibles, à ce moment-là, il y aura des difficultés que nous puissions rembourser. Mais si les ratios d'endettement est normal, non, moi je ne crains pas. J'incite même le gouvernement à endetter beaucoup plus. Bien sûr. Monsieur bien sûr, parce que tous les grands économistes du monde vous disent que l'endettement cause problème lorsque ça dépasse 40 à 60% du PIB. Ça veut dire, lorsque vous comparez votre endettement par rapport au PIB. Mais je viens de vous dire tout de suite, madame, notre endettement, notre dette ne dépasse même pas 12% de notre PIB. Mais nous avons peur de quoi? Il faut s'endetter et
canaliser cet emprunt au développement, canaliser cet emprunt à la construction des infrastructures, canaliser cet emprunt à faire de grandes réalisations au niveau du pays. Là, ça ne pose pas de problème. Les problèmes, ça pose problème que lorsque vous allez vous endetter pour affecter cet argent dans le secteur non productif. C'est ça. Prenons un exemple. L'ADC va s'endetter au niveau peut-être de la Banque africaine de développement, au niveau des fonds internationaux, pour aller payer les enseignants, pour aller payer les fonctionnaires. Là, ça pose problème. Okay. Parce qu'au retour, vous ne saurez pas comment rembourser cela. Mais lorsque vous prenez cet argent, vous le balancez dans le secteur productif, même pas aujourd'hui, mais à long terme. La construction des routes, un exemple. La construction des universités, des écoles. Parce que lorsque vous construisez des écoles, vous allez me dire, ah, mais les écoles vont produire quoi? Mais il y a le capital humain, n'oubliez pas. N'oubliez pas, nous allons former nos enfants. Qui, dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront des professeurs, ils seront des ingénieurs, ils vont faire quoi? Ils vont produire. Et à ce moment-là, nous serons remboursés. C'est dans ce sens-là que nous, j'incite, j'encourage. Mais il faudrait aussi avoir de bonnes personnes qui vont peut-être affecter d'une manière normale, comme vous le dites, pour qu'il y ait quand même, voilà, que les gens vivent, qu'il y ait quand même changement dans plusieurs secteurs. Qu'on se le dise, Monsieur Célestin Katima, c'est vrai qu'on n'est pas sorti, on n'est pas hors sujet, mais par rapport au gouvernement sortant. Alors, c'est vrai que les spéculations, même nous qui vivons à Nord-DC, donc les gens se sont plaints. Pour dire qu'en tout cas, salim salam alam té. En tout cas, on n'a pas vu le changement dans tout le secteur, et à l'économique, comme vous le dites, et à la sociale, donc sur tout le plan. Non, madame, il faut vous apaiser un peu. Tu vois, c'est facile de critiquer, passer à la télé, dire que le gouvernement peut-être de Sama n'a rien fait avec le président Félix Tshisekedi. Oui, c'est beau de le dire. Mais un vrai économiste ne peut pas penser comme ça. Parce que si vous regardez tous les indicateurs macroéconomiques... Mais vous, en tant que des économistes, vous vivez au quotidien avec nos frères et sœurs. Vous connaissez la réalité. Madame, sur le plan social, oui, comme on l'a toujours dit, que vente affamée n'a point d'oreille. Oui, nous comprenons tout ça, le cri d'alarme que nos compatriotes tous les jours lancent tous les jours. Nous le comprenons. Mais ce que nous pouvons leur demander, ça va de la patience. Parce que les développements, c'était tout un processus. C'est comme si vous avez votre champ, vous pouvez planter peut-être le maïs, le manioc, et ainsi de suite, mais il faut vous attendre 6, 3, 4 mois, 5 mois pour que vous puissiez récolter ce que vous avez besoin. L'économie, c'est pareil. Lorsque le président Félix est arrivé. Alors vous allez demander aux Congolais d'attendre, entre-temps, ils font comment? Oui, je sais que c'est dur. Une année, et entre-temps, comment ils vont vivre? Comment ils font? Je sais que c'est dur. C'est ça que le gouvernement doit s'atteler, surtout à la construction des infrastructures telles que les routes, pour que nous puissions relier tous les Congos. Les denrées peut-être qui sont à Bandaka puissent venir à Kinshasa facilement, mais tout ça, ça prend du temps. Et pour construire une route, un exemple pour de Kinshasa jusqu'à Mbujimaï, par exemple, ça peut prendre combien de temps? Ça prendra du temps parce que nous n'avons pas les infrastructures pour amener d'abord les matériels pour arriver sur place. Tout ça, ça amène du temps. C'est pour ça que nous conscientisons toujours notre population. Ça prend du temps par rapport aux mauvaises volontés, mauvaise foi de nous-mêmes en tant que Congolais, parce que nous avons vu même avec le projet Kalambambouji et tout, alors il y a eu beaucoup de détournements, mais en plus c'est nos frères Kassaïens, on fait ça pour le bien-être de cette population-là, mais c'est nos propres frères qui ont même d'ailleurs détourné cet argent-là pour l'avancement, même les délais qu'on avait donnés et tout ça pour que cette route-là soit praticable. Délais non respectés, des détournements, madame, je ne veux pas tomber dans ces pièges-là. Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais si je voulais dire, je ne veux pas tomber dans ces pièges-là de nos propres frères, tout ça. Non, prenons nos Congolais. Voilà. Ça, le Congo a un plus grand problème, c'est le problème humain. C'est la conscience. Les clés du développement de tout un pays, c'est lorsque son peuple sera conscient. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien pour le futur, c'est bien pour nos enfants, c'est bien pour nos petits-enfants. Dès que les Congolais, commençant par les Congolais jusqu'au sommet, nous serons conscients qu'à ce moment-là, vous allez voir que tout ce que nous disons et tout ce que nous parlons, ça va aller sans problème. Mais M. Célestin, alors s'ils ne sont pas conscients, dans ce cas-là, tout ça, à la fois dictateur, parce que les gens disent que non, tu es trop large, il n'est pas dictateur comme à l'époque de Mobutu, comme à l'époque de Mouzé, mais qu'est-ce faire si ces Congolais-là, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes, par exemple, de sensibilisation, de changement de mentalité, ainsi de suite, mais nous voyons que le Congolais est tellement têtu. Alors, dans ce genre de cas, on fait comment? Dans ce genre on continue comme ça ou bien il faudrait qu'il y ait des sanctions sévères? Non,
pour inciter à ces changements. Il y a un levier. Et le président de la République la tête tous les jours. Il y a un levier pour qu'il puisse avoir un développement dans ce pays. D'abord, c'est la justice. Exactement. C'est la justice. Tu vois, dernièrement, les gens peut-être interprètent de leur manière que le président dit que non, il n'y a plus de justice, la justice est malade. Oui, il est malade, oui, mais il a bien dit que la justice est malade, mais la justice n'est pas morte. Elle est malade. Nous pouvons toujours peut-être le perfuser, lui donner les calmants et espérons avec l'actuel ministre de la Justice qu'il puisse booster, que notre justice puisse aller jusqu'au bout. Tu vois, ce qui a déjà fait l'inspection générale de finances, c'est déjà un pas. Ce que fait la Cour des comptes, c'est déjà un pas. Et ce que moi, je pourrais peut-être, sur ton plateau... Un peu par rapport au détournement, c'est toujours des détournements en millions, en termes de millions, M. Célestin. Mais lorsque l'IGF, prenons un exemple, il décrit, il y a tel ministre, il y a telle entreprise, il y a telle personnalité, il y a des défauts. Mais là, c'est à la justice. Ce n'est pas à l'IGF de faire ce travail, c'est à la justice. Mais comme la justice ne fonctionne pas bien, il y a tout simplement des dysfonctionnements au niveau de la justice. C'est pour ça que nous demandons au chef de l'État, ça c'est une proposition que moi je peux le proposer, qu'on puisse créer un parquet spécial uniquement économique et financier. C'est-à-dire qu'il doit s'occuper uniquement de tout ce qui est crime économique, tout ce qui est crime financier, et c'est par contre peut-être qu'il puisse avoir une certaine marge de liberté par rapport à l'autre justice d'une autre partie. Mais comme je ne suis pas du domaine, je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas comment y aller, mais au moins, on peut voir. Mais votre avis par rapport au choix opéré par le président de la République concernant le ministre de la Justice actuel, M. Constant Moutamba, vous êtes d'accord, vous êtes content que lui au moins va booster, il va essayer de changer les choses, parce qu'on l'appelle à Zaka ministre à réseaux sociaux, à Saliba vidéo pour dire Tobo, il système, il y a papa, maman et tout, mais il faudrait que ça soit applicable, il faudrait que voilà, il s'implique avec beaucoup de... Oui, c'est ce qui est bien, c'est quoi? Le président de la République, il a pris M. Constant Moutamba au mot. Okay. Il a pris au mot. À chaque fois, il était... Parce qu'il était de l'opposition. Dans les critiques. Oui, dans l'opposition, dans les critiques. Maintenant, on doit les voir à l'œuvre. Okay. Je le félicite. D'abord, premièrement, je félicite le Constant Moutamba d'être nommé ministre de la Justice. C'est un jeune, il est dynamique, et ainsi de suite. Nous devons le voir à l'œuvre. Tout ce qu'il nous avait dit hier, nous espérons qu'il les mettra en pratique. Mais si Moutamba est seul, nous, la population, ne l'accompagne pas. On ne va rien faire. C'est que nous pouvons demander au chef de l'État et surtout à la population d'accompagner le gouvernement, d'accompagner les ministres et Moutamba, ainsi de suite, et mettre tous ceux qui sont là pour freiner les pays hors état de nuire. C'est pas ce que je peux demander. Ok. Alors, est-ce que c'est bien que le président de la République mette plus l'accent sur cette jeunesse? Parce qu'avant, c'était, oui, les vieux, toujours le même tête et tout. Mais nous voyons quand même que c'est un gouvernement avec beaucoup de jeunes. Mais nous espérons que cette fois-ci, il y aura de bons résultats, M. Célestin, comme vous-même, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hein? Mais madame... en tant qu'expert en économie et finance. Peut-être je peux vous surprendre. Moi, je n'ai jamais été pour cette optique. C'est vrai? À vrai dire que non, il faut des jeunes, ainsi de suite. Non. Parce que le problème avec nous, les Congolais, nous oublions notre passé. Nous oublions notre histoire. Je ferai le compte courant de ce que les autres disent. C'est la jeunesse qui a tué ce pays. Ouh là là. Je le répète encore, c'est la jeunesse qui a tué ce pays. Ouh là là. Je vois que vous êtes étonné. Mais pourquoi vous dites que c'est la jeunesse? Nous sommes indépendants quelle année? Le Congo, RDC, Congo démocratique, nous sommes indépendants le 30 juin 1960. Mobutu avait quel âge lorsqu'il a accédé au pouvoir? Kassavou avait quel âge lorsqu'il a accédé au pouvoir? Ok, donc... Mais, voilà, achevez un peu votre idée, comme ça on va comprendre ensemble avec les téléspectateurs. Oui, c'est vrai, je vais vous choquer. Mobutu avait quel âge lorsqu'il a accédé au pouvoir? Il n'avait pas 40 ans. Kassavou, lorsqu'il est devenu Premier ministre, il n'avait pas 40 ans. Notre leader, notre héros national, Lumumba, il avait quel âge? Il avait moins de 40 ans. Et ce sont eux qui ont dirigé le pays, des 60 jusqu'aux années 80. Mais qu'est-ce que vous allez dire? C'est lorsque Mobutu est devenu vieux qu'il a détruit le pays lorsqu'il était encore jeune. Parce que tous ces mondes-là, lorsqu'ils ont accédé au pouvoir... Selon vous, c'est quand il est encore jeune? Mais tous ces mondes-là, ils ont accédé au pouvoir, ils n'avaient pas plus de 40 ans. Exactement. La plupart, ils étaient des jeunes sortant fraîchement des universités. Ils ont accédé au pouvoir, on nous a donné la gestion quotidienne de ces pays et ils nous ont foutu dans la merde, excusez-moi pour le terme. C'est pour ça que j'ai toujours dit, la jeunesse, ce n'est pas par rapport à l'âge.
Okay. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Ça veut dire, si le président de la République doit choisir les jeunes, c'est par rapport à leur état d'esprit. Oui. Parce que si nous nous contentons par rapport au nombre, aux chiffres, tel à 20 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans, il peut accéder à tel poste parce qu'il a encore dynamique, tout ça. Mais si dans son esprit, dans son mental, dans sa façon de voir la chose, il a une vieille manière, rien ne changera dans ce pays. Lorsque nous appelons à la jeunesse, ce n'est pas la jeunesse par rapport à l'âge. Okay. C'est la jeunesse par rapport à la culture, par rapport à la mentalité. C'est comme je viens de vous expliquer tout à l'heure. Depuis l'indépendance jusqu'à ce que les années 73, 75, parce que notre pays a commencé à dégonner à partir des années 70. Mais tous ces mondes qui ont dirigé ces pays, ils étaient des jeunes. Personne n'avait plus de 40 ans. Ils ont accédé au pouvoir en étant jeunes. En étant trop jeunes. Trop jeunes. Ce sont eux qui ont détruit ces pays parce que leur mentalité était vieille. C'est ça le plus grand problème. Ce n'est pas problème d'âge, et ainsi de suite. Lorsque je félicite Constant Moutama, je dis qu'il est jeune. J'espère que c'est jeune par rapport à sa façon de voir, à sa vision, de façon de voir l'avenir de ces pays. Et nous pouvons aller de l'avant. Exactement. Ouais. Alors, voilà, M. Célestin Katima, donc vos réactions, numéro de téléphone qui est affiché au bas de votre petit écran, j'allais dire. Alors, je veux quand même que vous puissiez placer un mot par rapport à la déclaration du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la clôture de la session de mars, samedi 15 juin dernier, sur les émoluments des députés nationaux destinés à 5 000 $ qui créent de camps, des tendances, des tensions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, quelle est la procédure à suivre? Non, madame, oui. D'abord, je dois émettre un point de vue politique. Tu vois, les députés sont là, ils ont été élus par notre peuple pour d'abord contrôler le budget, contrôler le Parlement et voter des lois. C'est ça leur mission principale. Ils sont là pour voter des lois, pour faire les contrôles. Ça, nous avons élus pour ça. Et ce qui touche, il doit voir par rapport à ce que les autres populations touchent. Un Congolais Lada, un Congolais moyen, il touche combien? Aujourd'hui, si le président Vital Ils ont dit par exemple le salaire d'un militaire s'élève à 100 $. Non, madame, entre parenthèses, moi je vis en France. J'aimerais que peut-être au niveau de nos dirigeants de la presse, qu'on puisse interdire à chaque fois que nous, politiciens, nous puissions passer à la télévision pour déclarer ce qui touche nos policiers, nos services de sécurité et nos policiers. C'est un crime pour moi. Pourquoi? Vous incitez... Mais c'est à titre comparatif. Ah non, non. Vous incitez ces gens-là aux révoltes. Parce qu'être un militaire, ou bien être un policier, c'est un apostolat, madame. Lorsqu'on va dans l'armée, ce n'est pas pour venir se construire des immeubles. Si aujourd'hui je veux devenir riche, et dans la politique non plus? Non, la politique non plus, c'est ça que je lui dis bien. Aujourd'hui, moi, je fais mes affaires. Je ne suis pas dans la politique politicienne. Je suis passé sur votre plateau de télévision pour faire une analyse, pour mettre mon point de vue par rapport à ce qui se passe au pays. Mais dire que je dois aller à la politique pour m'enrichir, ah non, je dois aller faire autre chose. C'est la même chose avec l'armée. Parce que vous avez une autre mentalité, M. Célestin. Mais c'est ça, que nous devons inciter. Parce que sans changement de mentalité, madame, il n'y aura rien qui va changer dans ces pays. Ce n'est pas mieux de passer à la télévision, sur des chaînes de télévision, pour déclarer à chaque fois un militaire touche autant, un militaire touche autant, ils n'ont pas assez de moyens. Non, est-ce que vous étiez là le jour de campagne électorale? Mais c'est ça le problème. C'était plus de 10 millions de candidats à la députation provinciale, ainsi de tout simplement parce qu'il y a eu ces fléaux et les gens se sont dit oui, voilà, être député c'est s'enrichir, donc aller là-bas pour s'enrichir parce que leur salaire s'élevait à 21 000 $, sans compter les à côté. Oui, c'est ça que j'insiste encore beaucoup plus. Que faire la politique, c'est un apostolat. Faire l'armée, c'est l'apostolat. C'est comme quelqu'un qui devait devenir prêtre. Nous connaissons dans les temps, je ne sais pas combien de prêtres vous connaissez sont de riches. Non, c'est pour aller enseigner les enfants de Dieu, leur prêcher, arrêter quoi? Les royaumes des cieux. La politique, c'est la même chose. C'est la gestion de la cité. Vous vous engagez à servir les autres. Comment vous qui voulez servir les autres, vous devenez riche? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous voyons dans d'autres cieux, l'Europe, ainsi de suite. Les chefs d'État, ils touchent presque rien. Les ministres, ils touchent presque rien. Je ne suis pas sur votre plateau pour leur dire combien ils touchent. Mais sauf que il faudrait interdire à tous nos politiciens, moi-même y compris, de passer à la télévision pour à chaque fois dire un policier il a autant, vous le comparez à tel. Non. Ça, c'est inciter
la police incitait notre armée, notre FARDC qui fait un grand travail au niveau de l'Est là-bas, aux révoltes. Et ce que nous pouvons tout simplement demander au niveau de notre ministre de la Défense, de notre gouvernement, de bien entretenir nos policiers, de bien entretenir nos vaillants soldats pour qu'il y ait la sécurité, la paix et l'intégrité au niveau du pays. Et non venir utiliser le message incitatif pour inciter ces gens-là à la rébellion, pour inciter le militaire, nos vaillants policiers à l'armée, pour leur dire que vous touchez peu par rapport aux autres. Non, moi je m'aimerais demander à nos dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de chercher par voies et moyens, comme je l'ai dit tout tantôt, je ne suis pas un juriste, mais d'interdire à tout politicien de passer sur une chaîne de télévision, sur la radio, pour dire combien touche un policier, combien touche un militaire. Ça ne se passe pas comme ça. Monsieur Célestin Katima, c'est vrai que vous êtes expert en économie et finance, mais ça ne nous empêche pas de vous poser cette question. Mais quelle est la procédure à suivre? C'est vrai que vous venez de proposer, oui, une très bonne proposition, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, dans le coulisses, alors, parce que ces montants-là exorbitants, même lui-même, le président de l'Assemblée, l'a évoqué. Ouais. Mais quelle est la procédure à suivre? Il faudrait vraiment que... Parce que je sais qu'ils seront majoritaires à dire non, parce que quand viendra le moment où ils sont pour, qu'ils sont contre, alors la plupart sont contre, par exemple, que leur émolument s'élève à $5 000. Sur le plan économique, la procédure est simple. Le budget a été déjà voté du 2024, dont... Si nous vérifions sur le budget qui a été voté, un député doit toucher à peu près 9 800 à 10 000 $ par mois. Mais comme le président Vital Kamerhe l'a proposé avec l'ensemble du gouvernement qu'il puisse avoir une amélioration d'une manière négative, quoi. Oui. Ça veut dire rabattre leur monument jusqu'à 5 000 €. Non, la procédure est simple. Ce que le président Kamerhe a dit, c'est la théorie. Ça veut dire c'est son point de vue. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir une vote d'une loi rectificative du budget. Ça veut dire c'est au niveau de l'Assemblée, une loi qui sera proposée soit par le gouvernement, soit par le président de la République, soit par un dixième des députés qui doivent voter une loi qu'on appelle une loi rectificative. Que l'État, le Parlement, vous posez cette loi rectificative du budget. À ce moment, on peut réduire leur monument à 5 000. Mais si cela n'est pas fait, c'est du blabla. Là, il faudrait être clair. Moi, je ne suis pas là pour... Dans d'autres coins de la population, mais les gens étaient déjà en train de se réjouir, comme d'habitude, dans ce pays et tout. Et pourtant, il y a des procédures à suivre. Moi, je ne fais pas ici la langue du bois, comme on a toujours dit. Dire autre chose et penser autre chose. Non, exactement. Le président Vital Kamerhe l'a bien annoncé et nous l'en félicitons que les émoluments de députés doivent être rabattus jusqu'à 5 000 $. Mais le président, ce que je peux vous demander, il faut y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire quoi? Voter une loi. Parce que le budget, n'oublie pas, c'est une loi qui est votée au niveau du Parlement. Pour qu'il puisse y avoir changement, même d'1 €. Il doit y avoir une autre loi qu'on appelle une loi de rectification. C'est dans ce sens-là que je demande au président de l'Assemblée d'aller jusqu'au bout de sa logique, de voter la loi. Et tous les députés, oui, nous vous encourageons. Je sais que vous avez vendu de parcelles, vous avez fait n'importe... vous avez pris de prêts pour faire campagne. Mais nous sommes là pour servir notre peuple. Sacrifions-nous, comme j'ai dit tantôt, que la politique c'est un apostolat. Nous sommes là pour servir la population, servir notre peuple et non se servir. C'est dans ce sens-là. Acceptez au moins ce que le président vous a proposé en votant cette loi rectificative qui doit venez bientôt au niveau du Parlement. Voilà, donc nous vous signalons que nous sommes toujours avec M. Célestin Katima, qui est analyste politique. Il espère sur l'aspect économie et finances. Alors, parlons un peu de cette démission. Donc, c'est vrai que vous allez également placer un mot par rapport à la démission de Mme Stéphanie Mbombo Mwamba, donc, qui était ministre auprès du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat. Elle a bien fait de démissionner? Non, mais bon, c'est vrai que elle ne nous a pas donné... La démission, c'est un droit. Oui, ben, elle a dit pour des raisons... Mais comme elle a évoqué que c'est pour des confidences personnelles, moi, je ne vois pas où est-ce que je peux mettre mon point de vue, mais je sais qu'une démission, c'est un droit. Elle a démissionné et d'autres Congolais sont prêts à assumer cette fonction.
C'est vrai qu'il y a beaucoup des analyses, des gens évoquent des points de vue. Ouh là là. Non, le problème, parce que nous ne sommes pas habitués aux démissions. Moi qui vis peut-être en Europe, démissionner, c'est un droit. On peut se réveiller le matin et vous déposer votre démission. Si vous n'êtes pas d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un droit. Nous ne sommes pas là pour passer notre temps à faire des commentaires parce que tu es là démissionné. Non, mais à peine Madame, ça peut arriver qu'on vous nomme à 10h, à 10h05, vous déclinez l'offre. Ok. Ça arrive. Ça arrive, c'est la démocratie. Il est libre, comme il était libre, il a été libre d'accepter d'être membre du gouvernement. Il est aussi libre de sortir du gouvernement. Et nous le souhaitons bon vent. Là, elle va continuer à faire ses autres affaires. Donc, il y a un sérieux problème de changement de mentalité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur Célestin? C'est vrai que nous donnez quand même nos points, vous allez quand même nous donner votre point de vue en tant que Congolais, en tant que Mwanamboka. C'est vrai que vous avez une mentalité parce que vous êtes plus à Paris, dans le monde, vous êtes également à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire pour qu'il y ait changement de mentalité au sein de cette population congolaise? Ouais. Madame, je le reprends encore. Lorsque je suis venu dans cette émission, c'était beaucoup plus pour venir faire un commentaire, mettre un point de vue par rapport à ce que l'ancien Premier ministre Matata a dit. Ouais. Hein? S'il y a les mensonges, démagogie, tout ce que nous pouvons dire à la population, s'il n'y a pas de changement de mentalité dans ces pays, rien n'avancera. Rien n'avancera. Je vais aller petit à petit, peut-être les gens ne m'ont pas compris sur la première partie, lorsque vous m'avez parlé de l'endettement et par rapport à ce que l'ancien Premier ministre a voulu critiquer le gouvernement. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque le Premier ministre Matata Ponyo est arrivé au pouvoir, c'était en 2012, si ma mémoire est bonne, le PIB par habitant, produit intérieur brut par habitant, était de 412 $ américains. 412 $ américains. PIB par habitant de 412 $ américains. Et Matata Ponyo est allé jusqu'en décembre 2016, lorsqu'il est sorti en tant que Premier ministre. Il a laissé les PIB du Congo à 454 $ américains. Ça veut dire qu'il y a un ajustement à peu près de 40 $. Et lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, en 2019, 2018, 2019, il a trouvé notre PIB à 556 $ américains. 2018-2019, 556 $ américains PIB par habitant. Et en 2023, notre PIB est à combien? 1458 $ américains. C'est ça qui tue le Congo, le mensonge. Vous ne voulez pas reconnaître les bienfaits par quelqu'un. Nous devons encourager ce que notre président veut faire. Vous regardez la différence? Matata Ponyo, il a fait 4 ans au pouvoir. Il a un accroissement de 44 en pourcentage, ça ne représente même pas 10%. 44 $ américains, le PIB par habitant. Mais Félix Antoine Tshisekedi, avec son gouvernement, malgré les difficultés qu'il y a eu, le problème de Covid, il y a la guerre à l'Est et d'autres problèmes qui se passent au niveau de l'Ukraine, ainsi de suite. Il nous a ramené de 556 $ américains PIB par habitant à 1460 $ américains par habitant. Une augmentation de presque 3 fois. Mais si nous ne savons pas encourager, si nous ne savons pas sanctionner de manière positive les actions des autres, c'est pour ça que nous appelons toujours au changement des mentalités. Là où quelqu'un a fait du bien, il faut l'encourager pour que prochainement il puisse faire quoi? Il puisse faire du bien. J'entends de gauche à droite les gens crier, il y a des détournements. Mais les détournements ne datent pas d'aujourd'hui. Qui se rappelle de l'argent de la SNEL à l'époque de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab? Il y a eu des rumeurs sur le détournement de l'argent que le Congo-Brazzaville a payé à la SNEL. Et cet argent, on n'a jamais vu ça. Qui a enquêté sur ça? Qui se rappelle encore de Bukanga Alonso? Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les premiers ministres passer à la télé, l'ancien Premier ministre, pour venir critiquer que le président de la République s'est beaucoup endetté. Lui, lorsqu'il était là, il est venu, il a effacé tout. Mais qu'est-ce qu'il a effacé? Qu'est-ce qu'il a effacé? Les problèmes qui étaient là à l'époque, on avait du mal à faire quoi? À payer les intérêts, parce que le capital reste fixe, ce sont les intérêts.
Et on nous avait demandé de faire quoi? De payer les intérêts et les restes après. C'est comme ça, toutes les dettes de la RCD ont été fait quoi? Ont été annulées, et ainsi de suite. Mais avec tous les péripéties, c'est que le président est en train de faire à travers le monde, d'aller à gauche, à droite. Tous les économistes sérieux, je le répète encore une fois, tous les économistes sérieux, ils vous diront que le Congo est en bonne marche. Même si la population ne le sent pas. Comme je vous l'ai dit, les sociales, c'est la conséquence positive de l'économie. Mais ça prend du temps. C'est la conséquence positive de l'économie. Et l'économie aussi marche avec le dernier aspect qui est le facteur capital. Le capital qui est l'humain. Le facteur capital de l'économie aussi, c'est l'humain. C'est lorsque notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, fournira beaucoup d'efforts d'être entouré, je l'espère, parce que je ne veux pas me dire ici c'est votre plateau qui n'est pas bien entouré, mais sauf qu'il doit y mettre de la rigueur. Vous ne dites pas, bon, les téléspectateurs ont déjà la réponse. Non, madame, je n'irai pas jusque-là, mais tout simplement, je peux lui demander de mettre encore de la rigueur tout autour de lui, par rapport à ce qui s'avère au niveau du gouvernement. Et surtout ça. Mais ce n'est pas lui de sanctionner. Il y a la justice qui est là. Il y a la justice. Il doit peser de son poids pour que la justice... Bien sûr, c'est pour cela que j'ai proposé tout à l'heure qu'on puisse créer un parquet financier. Un parquet financier qui puisse être un peu détaché. Oui, être détaché de la justice normale. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas comment ça va se passer, qui puisse être détaché. L'exemple de l'IGF. Vous voyez l'IGF, qui est une inspection de finances qui devait être attaché au niveau du ministère des Finances, mais il est détaché du ministère des Finances. Qu'on crée un parquet pareil, rattaché au niveau peut-être de la présidence de la République, qui puisse détraquer tout ce qui détourne de l'argent de l'État. Et les punir sévèrement. Et les punir sévèrement. Et ils doivent rembourser également. Je me souviens encore une fois, parce que lorsque le président de la République était passé au niveau de la France pour venir remercier la diaspora française, la diaspora européenne de manière générale, de l'avoir élu massivement, lors d'une émission, j'avais proposé que les détournements des fonds publics puissent être considérés comme aussi une trahison, une haute trahison dans ces pays. Exactement. Et tout celui, de près ou de loin, sera impliqué dans les détournements publics pour être pendu. Les gens disent que c'est dur, ainsi de suite. Non, mais la Chine l'a fait. Madame, si vous allez aujourd'hui en Chine, vous voyez le mouvement de la Chine. Allez à Singapour, le pays des Asies, vous allez constater comment ces pays-là se sont développés. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pitié. Ça veut dire que celui qui détourne les deniers publics, il est considéré comme un traître. Que celui qui détourne les deniers publics puisse être considéré comme un traître dans ces pays. Et son sort, c'est quoi? Être condamné à mort, pendu. C'est une bonne résolution, comme ça il n'y aura plus de détournements. Il n'y aura plus de détournements. Si on ne le fait pas, si aujourd'hui, parce qu'on le sait, tout le monde, j'ai regardé la télévision dernièrement. Ils vont parler des droits de l'homme. Ah oui, mais droits de l'homme, Singapour, il y a aussi les droits de l'homme. Hein. La Chine. N'oublions pas que le Congo, c'est un continent. 2 345 000 km². Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tous ces pays qui vous disent droits de l'homme, ce sont des petits pays qui peuvent entrer en RDC 80 fois, 100 fois. Et vous parlez des droits de l'homme. Non, vous n'allez pas diriger la Congo, excusez-moi, le Congo comme vous dirigez la France. Vous n'allez pas diriger le Congo comme vous dirigez la Belgique. Hein? Vous prenez la Chine, qui a presque 2 milliards d'habitants. Vous n'allez pas dire que mettre la démocratie à l'européenne en Chine. Non. Le Congo est un pays africain. Nous avons nos mœurs, nous avons nos cultures, nous avons notre manière de voir la chose. C'est pour cela, je ne sais pas si on va encore aborder le sujet en question. Lorsqu'on parle de changement des constitutions et de modifications, nous devons y atteler là-dessus. Que tout celui qui sera de près ou de loin impliqué dans les détournements du denier public puisse être considéré comme un traître. Au même titre qu'un militaire qui a vendu ses munitions, un militaire qui a fait abandon des postes. Et le méchant en question, et nous verrons peut-être d'ici 10 ans, 15 ans, les autres pays l'ont fait. Nous inventons pas la roue, madame. C'est ça. Nous inventons pas la roue. La roue, ouais. Je viens juste tout à l'heure, Singapour l'a fait. La Chine l'a fait. La plupart des pays de l'Asie l'ont fait. Et ils sont développés aujourd'hui. Oui, si vous voulez réellement vous développer, vous devez être dur. Je ne sais pas. Lorsque Mouzé est arrivé, notre ex-président de reste mémoire, Laurent Désiré Kabila, on avait quelle habitude
dans les taxibus. On se mettait comment? Des pieds croisés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben oui, il a appliqué la chicotte. La chicotte, oui. Et il n'est plus là, vous êtes parti. C'est depuis 2004. Il est mort quand, Daniel? 2000? Depuis 2001 que Mouzé est parti. Mais nous respectons ce qu'il a laissé. Nous respectons ce qu'il a laissé. C'est ça qui doit se passer au Congo. Le gouvernement doit aider à éduquer notre population. Le gouvernement doit nous aider à nous éduquer. Lorsque les associations des droits de l'homme vont sortir de gauche, parce que ce qu'ils font là aussi, c'est quelque part tuer le pays, tuer le peuple congolais. Mais bien sûr, donc, bien sûr. Lorsque tout le monde considère que dans ces pays, lorsque vous détournez les deniers publics, lorsque vous faites cela, vous faites ceci, vous serez considéré comme un traître de la nation et votre sort c'est quoi? Être pendu. J'espère que quelque chose va marcher. Et non, c'est que moi je vois toujours à la télévision, parce qu'ils sont là, je les vois tous les jours, ils sont en bonne santé, ils font tout ce qu'ils font. Et lorsqu'ils vont se retrouver à Makala, ils sont tous malades. Ah, je viens dernièrement, je ne suis pas ici pour citer les noms des autres. Hein? Quelqu'un qui était en prison, il n'arrivait même pas à marcher, on disait que peut-être demain ou après-demain il va mourir. On l'a retrouvé en Belgique avec les sons d'un pays ainsi parti. Mais madame, je ne sais pas si vous avez été en Europe. En Europe, lorsqu'on entre dans l'hôpital, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On met les sondes partout. On mesure la tension, on mesure la situation du sang, on mesure presque tout. C'était le temps pour finir, oui. On est presque à la fin. Achevez votre idée. Et puis après, il était redevenu normal. Lorsqu'il revient ici, il commence à faire des déclarations. Il a été même élu sénateur, tout ça. Ouh là là. Hein? C'est pour cela, finir avec tout ça. Tu es bien. Et lorsque demain, la justice met la main sur toi, tu deviens malade. Voilà. Non. C'est fini. Alors, merci beaucoup à vous, M. Célestin Katima. Un mot pour finir, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette très belle émission, dirais-je. Alors, pour finir, parce que on aura toujours besoin de vous voilà, pour parler de tout ce qui se passe dans notre pays. Un dernier mot pour finir? Oui, un dernier mot. Tu vois, je suis seul sur le plateau. Tu vois, le débat économique, les discussions économiques et financières. Prochainement, on vous cherchera. Ça demande des discussions. J'aimerais peut-être prochainement. Un qui s'est dit économie, c'est le grand spécialiste qui est venu pour critiquer notre gouvernement sur l'endettement, qui puisse être là. Et en face de moi, nous puissions discuter en tant que des économistes et des financiers, voir ce qu'il dit est vrai ou faux. Dans ce sens-là. Comme dernier mot, je tiens à vous remercier à l'ensemble de votre équipe. Merci. De m'avoir honoré de passer sur votre plateau et de m'adresser à la population congolaise et surtout au gouvernement. Je leur encourage d'aller très loin dans tout ce qu'ils prendront comme initiative et surtout pour le développement de ces pays et qu'ils n'aient pas peur de s'endetter. Les problèmes qu'il y a là, que l'endettement en question, tout ce que nous devons emprunter puisse être bien canalisé. Si l'endettement est bien canalisé, demain ou après-demain, nous serons capables de rembourser notre dette et le Congo n'aura pas de problème. L'endettement est l'un des leviers du développement. C'est-à-dire un bon économiste qui passe à la télé pour dire que l'endettement, le surendettement, non, il doit encore aller revoir ses cours d'économie et de finances. Merci, madame. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette émission. Merci à M. Célestin Katima, qui est analyste politique. Il est plus expert en économie et finances. Un grand merci à madame Sandrine Kitenge de nous avoir assisté. Un grand merci également à la grande équipe technique de Daniel Kisongo. 3CCD, merci à toi. Et on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite de programmes sur Canal Numérique TV et sur Jenny Lukusa TV, votre chaîne YouTube. Au revoir.